Le journal de Télémurat, c'est avec Christophe Chez ce soir. Bonsoir, Bonsoir Paul. Christophe. Et nous avons également Patrick Mallet qui est resté avec nous. C'est des chaises musicales. Voilà, il a changé de place. Pour la fin du journal, évidemment, on reviendra sur les finales du Trophée Taurin et puis sur le Biaou d'Or. Mais les titres, c'est bien sûr les suites de la CENIM et puis la CIMAD et également la dictée ce matin dès là. Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Un début de semaine très politique avec la polémique suscitée par la publication du rapport d'observation de la Chambre régionale de la Cour des comptes concernant la Société d'économie mixte de Nîmes Métropole. Vendredi dernier, Franck Proust, actuel premier adjoint du maire de Nîmes et ancien président de la CENIM, avait décidé de contre-attaquer en portant plainte contre Yvan Lachaud pour dénonciation calomnieuse. Le député du Gard, qui fait également l'objet d'une plainte de la part de la CENIM pour entrave à l'exercice normal d'une activité économique. Cet après-midi, justement, Yvan Lachaud avait réuni la presse pour donner sa position sur ce dossier brûlant. On l'écoute au micro de Pierre-Paul Castelli dans ce sujet préparé par Alain Bellon. Je ne rentrerai pas dans une confusion qui se veut politicienne. J'ai été violemment attaqué, et sur la presse écrite et sur les ondes d'ailleurs, dont vous êtes, sur télé, avec des attaques parfois dures, personnellement. Certaines d'ailleurs dépassant la ligne jaune et qu'on peut qualifier d'insultes, notamment de la part de M. Alain Fabre-Pujol. Vous allez vous-même contre-attaquer sur ces propos d'Alain Fabre-Pujol? Je ne contre-attaque pas du tout. J'ai une famille et des enfants. J'ai un métier, je n'accepte pas qu'on me traite de rat d'égout ou d'autres choses de cet ordre-là. Donc j'ai déposé plainte pour injure à M. Fabre-Pujol et je dis bien que ce n'est pas du tout un problème financier parce que s'il était condamné à quoi que ce soit, cette somme-là, je la redonnerai immédiatement à une association pour enfants handicapés. Donc là-dessus, que les choses soient claires. Mais on ne se grandit pas de ce type de propos, paltoqué, rat d'égout, et même voulant, soi-disant, me casser la gueule. Bon, enfin, c'est totalement inadmissible. Pour les autres réactions, qu'elles soient de M. Proust ou de M. Bazin, c'est leur problème. Je ne rentrerai pas dans cette confusion qui est pour moi un rideau de fumée qui cache la réalité du dossier, c'est-à-dire le fond. Sur le fond, je redis ce que j'ai dit, et la Chambre régionale des comptes me donne raison là-dessus, puisque moi j'avais en 2006 des doutes, j'en ai fait part en intramuros, je dirais, au sein de la mairie. En 2007, j'en ai fait part au conseil municipal, donc c'est devenu public, j'avais des craintes. Et aujourd'hui, j'ai des certitudes, c'est-à-dire qu'il y a eu des irrégularités au niveau d'un certain nombre de dysfonctionnements de la CENIM. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors nous avons également posé la question à Yvan Lachaud, savoir si, comme l'ont affirmé vendredi Franck Proust et Michel Bazin, donc nouveau président de la CENIM, son empressement à dénoncer des dysfonctionnements qui, à leur sens, sont désormais résolus, ne fait pas courir un risque à la CENIM aujourd'hui, et donc un risque indirectement aux contribuables. On écoute sa réponse. Je répondrai très simplement que, entre les éventuelles critiques venant d'hommes politiques dont je suis d'ailleurs, mais que sont aussi M. Bazin et M. Proust, me traitant de basse manœuvre politicienne, et le fait que l'élu que je suis dise la vérité aux Nîmoises et aux Nîmois qui me regardent, j'ai choisi. Moi, j'ai choisi de dire la vérité. Parce que si aujourd'hui, si il y a un an, je n'avais pas dit cette vérité, si aujourd'hui je ne la répétais pas, on pourrait dire, et certains ne s'en gêneraient pas d'ailleurs, de dire « Mais monsieur Lachaud, vous étiez en possession de ces pièces-là et vous n'avez pas dénoncé? Mais alors vous cautionnez? Alors vous êtes d'accord avec ça ?» Eh bien ça, on ne pourra pas me le dire. Et en tout cas aujourd'hui, je suis très serein. Même si on m'attaque, j'irai jusqu'au bout, que cela plaise ou pas. Moi j'ai envie de pouvoir dire à celles et ceux qui nous ont élus, voilà la vérité. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas à payer, eh bien je préfère qu'on mette plus d'1 million d'euros dans une école primaire que d'avoir à payer des marchés qui ne sont pas passés de façon régulière. Voilà, le débat il est là. Et le reste, l'écran de fumée qui a voulu être mis en place pour, je sais pas, pour faire de la dispersion ou de la confusion, ne m'intéresse pas, je n'y rentrerai pas. Alors on est d'accord, j'ai noté, vous proposez à la ville de se porter partie civile dans le cadre de ce dossier de la CENIM à l'occasion du prochain conseil municipal, c'est ça? Tout à fait. Un conseil municipal qui a lieu le 22 novembre. Et il me paraît normal que pour avoir au moins accès à ce dossier, à l'état actuel des choses ou dans l'avenir, la ville puisse se porter partie civile pour savoir ce qu'il y a dans ce dossier. Et puis peut-être aller plus loin après, mais au moins qu'on sache ce qu'il en est. Et si on ne se porte pas partie civile, on ne pourra pas connaître ce dossier-là.
Si on veut que des avocats puissent y travailler dessus pour défendre les intérêts de la ville, c'est la seule chose qui m'intéresse, et en les défendant, je défends les intérêts des Nîmois, eh bien, on ne pourra pas le faire. Donc si je n'étais pas suivi, je saisirais le président du tribunal administratif, effectivement, pour lui demander de m'autoriser à ST en la matière. Voilà, le rendez-vous est pris donc pour ce conseil municipal du 22 novembre. Il y a déjà eu des conseils municipaux assez chauds en la matière, entre Yvan Lachaud et Franck Proust. Ça promet le 22 novembre. Ça rappelle également Franck Proust, vendredi, a annoncé qu'il ne déclarerait rien d'autre d'ici également le 22 novembre, Christophe. Et dans tous les cas, ce nouvel épisode dans le feuilleton de la Société d'économie mixte de l'agglo nîmoise a fait réagir l'opposition qui souhaite que le débat soit abordé dans le cadre d'une réunion extraordinaire avant ce conseil municipal du 22 novembre. Dans une lettre adressée au maire de Nîmes, la conseillère municipale communiste Catherine Bernier-Boissard réclame donc qu'une réunion extraordinaire ait lieu afin que soient exposés, je cite, les termes et les conclusions de l'enquête diligentée par la Chambre régionale des comptes. Notre conseil municipal sera alors habilité à prendre le cas échéant les décisions qui s'imposeront. Fin de citation. Et puis, ambiance au sein de la majorité municipale, puisque le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a envoyé aujourd'hui un courrier à Yvan Lachaud, son deuxième adjoint, également député du Gard, dans lequel il lui indique qu'il ne sera pas présent lors de la venue ce jeudi 9 octobre de Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Jean-Paul Fournier reproche en effet à Yvan Lachaud de ne pas avoir été informé au préalable de ce déplacement ministériel. Une attitude du député du Gard que le maire de Nîmes qualifie, je cite, d'irrespectueuse et de contraire à l'esprit républicain. Fin de citation. Jean-Paul Fournier, qui en sa qualité de sénateur du Gard, a averti Valérie Létard de son absence. Et puis la CIMAD a tenu aujourd'hui à faire part de sa position concernant l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur. La CIMAD est l'organisme en charge de l'accompagnement des étrangers sur le territoire national, et ce sous la tutelle du ministère de l'Immigration. Toutefois, cette entité semble aujourd'hui en désaccord avec le ministère, et elle a fait savoir cet après-midi à la presse. Les explications sont signées Alain Bonnet. Décidé à poursuivre son action de défense et d'accompagnement des étrangers et pour répondre à l'appel d'offres du ministère de l'Immigration relative à la mission dans les centres de rétention administrative, la CIMAD adopte certaines résolutions. Il est extrêmement difficile de pouvoir défendre des gens de façon éclatée sans avoir une vision globale, une transparence de ce qui se passe dans ces lieux. La CIMAD n'est pas contre ce qu'il y ait d'autres associations qui travaillent et qui interviennent dans les centres de rétention. C'est vrai que le décret l'empêche, puisqu'il demande finalement par l'eau un interlocuteur, et nous demandons qu'effectivement tout ça soit remis à plat et qu'une véritable discussion, un véritable dialogue s'ouvre avec le ministre de l'Immigration, pour qu'effectivement on arrive, et les associations qui défendent le droit des étrangers, pour qu'on arrive à un consensus où le droit des étrangers sera effectivement défendu en France comme il se doit. Certaines associations, comme le Secours catholique, ne veulent pas aller dans ces centres de rétention, et pour cause. Des organisations comme le Secours catholique, lorsqu'ils lisent le décret et l'appel d'offres, considèrent que, vu ce qui est exigé, vu les contraintes, ils ne peuvent plus aller travailler dans ces centres. Mais bien évidemment, c'est pour ça que nous considérons que des gens comme le Secours catholique ou d'autres sont des valeurs pour défendre le droit des gens, et que c'est important que le décret et l'appel d'offres soient retirés. Certaines associations, comme le Secours catholique, ne veulent pas aller dans ces centres de rétention, et pour cause. Bien décidées à ne pas accepter ce morcellement d'une mission en un marché éclaté en lots indépendants, attribué à des prestataires de services, elle demande au ministère de l'Immigration de modifier le dispositif prévu par le décret et l'appel d'offres publié fin août 2008. Nous avons déjà, depuis ce matin, lancé des discussions avec un certain nombre d'associations, celles qui étaient susceptibles d'aller dans les centres et d'autres. Nous savons qu'il y a des initiatives qui sont en train de naître, en particulier une pétition nationale qui est développée par des citoyens et qui veulent toucher le plus grand nombre. Nous savons que ceux qui ont initié, par exemple, les cercles de silence à Toulouse et ailleurs, veulent effectivement réagir en appelant au ministre d'entendre cette voix qui dit que les conditions actuelles telles qu'elles sont posées ne sont pas acceptables dans un pays démocratique comme le nôtre.
Elle était sur notre plateau pas plus tard que lundi dernier. Ce matin, elle a fait la dictée, Christophe. En effet, Pierre-Paul, Mariama Sigmaté est une reine du parquet, ça on le savait. Mais est-elle une reine de la dictée? La question reste posée alors que la joueuse internationale du HBCN participait ce matin à une opération au sein de l'Institut Valsen à Nîmes. Une dictée qui a été reprise dans 2500 établissements français à l'initiative de l'association ELA, qui s'investit aux côtés de nombreuses personnalités dans la lutte contre les leucodystrophies. Nicolas Pinchino est allé ce matin à la rencontre de la handballeuse nîmoise qui a lu un texte d'Éric Emmanuel Schmitt. Plus habituée aux salles de sport et aux rencontres de handball de haut niveau, c'est pour la bonne cause que Mariama Signaté était ce matin au collège Valsaint à Nîmes. Dans toute la France, des personnalités issues du monde de la musique, du cinéma, de la télévision et du sport se sont rendues dans des établissements de tout niveau pour y dispenser une dictée. Une action de solidarité pour sensibiliser les enfants au problème de la leucodystrophie, une maladie orpheline qui touche presque une dizaine d'enfants par mois en France et dont aujourd'hui aucun traitement n'a encore été découvert. C'est en revenant des Jeux Olympiques de Pékin que la joueuse du HBCN a souhaité profiter de sa notoriété pour la bonne cause. C'est important bien sûr de sensibiliser dès cet âge-là, qu'ils se rendent compte qu'il y a des enfants en souffrance et qu'ils essaient de les aider, qu'ils s'impliquent ensuite, ça fait partie de la formation à donner. Moi, quand je suis sur l'écran, ils sont un petit peu intimidés parce qu'ils ne me connaissent pas, mais ils s'intéressent vraiment à la maladie et puis ils posent pas mal de questions, donc ça va. Je pense qu'ils vont vraiment se mobiliser par la suite, donc ça fait plaisir. Pas facile pour la jeune handballeuse de répondre à toutes les questions, mais l'essentiel du message semble être bien passé. Ils attendent de moi des réponses scientifiques, alors que moi, bon, j'ai un point de vue général, même si je m'intéresse quand même à la maladie. Il y a certaines réponses où ils me posent des cols. Donc c'est pas forcément évident, mais bon. Après, l'objectif, c'est surtout les sensibiliser, apporter un message de tolérance et puis de solidarité par rapport à cette maladie. Donc ça, c'est dans mes cordes. La dictée d'Ella marque la première étape d'une grande action de solidarité, mettez basket et bas la maladie, pour aider les enfants touchés par la leucodystrophie. Une opération qui se déroulera en plusieurs étapes tout au long de l'année et permettra de récolter des fonds. Toujours à Nîmes, de nombreux hommages ont été rendus vendredi dernier à l'occasion des 20 ans des inondations du 3 octobre 1988. À cette occasion, la ville de Nîmes lançait une campagne de signalisation avec pas moins de 130 pastilles indiquant le plus haut niveau de la crue. Une première plaque qui a été dévoilée vendredi soir, c'était au bas du Cadero d'Alès, un acte auquel Nicolas Pinchino a assisté. Ce 3 octobre 2008, 20 ans après les terribles inondations qui ont touché la ville de Nîmes, la municipalité inaugurait le lancement d'une campagne visant à indiquer par une petite pastille le plus haut niveau des eaux atteint en plusieurs points. Après les inondations de 88, la ville a fait un recensement par des témoignages, des photos ou des relevés de géomètres. La ville de Nîmes donc, a recensé toutes les plus hautes eaux, donc avec une valeur altimétrique, valeur qui est calculée par rapport au niveau zéro de la mer, entre guillemets. Devoir de mémoire, mais surtout obligation, depuis 2005, toutes les villes soumises à risque se doivent d'informer la population et indiquer le niveau des plus hautes eaux. 130 points vont ainsi être marqués à travers toute la ville de Nîmes. C'est surtout sur le tracé, le parcours des cadres qui ont débordé. Après, c'est surtout avec les éléments, les témoignages qui ont été apportés par la population. Donc les témoignages, les gens, les photos qui ont été prises, etc. Et c'est à partir de ces bases-là qu'on a reporté ces repères à ces endroits-là. Et après aussi, il y a eu des endroits, c'est par un petit peu interpolation. N'ayant pas un point de niveau sur un endroit précis, on a interpolé par rapport à d'autres points qui n'étaient pas loin. Si en bas de l'avenue Georges Pompidou, la pastille est située à 1,60 m du sol, en d'autres points de la ville, c'est avec une échelle qu'il a fallu marquer le niveau le plus haut atteint par la crue. Je crois que du côté de la Cernam, Ruoche, etc., on est à environ 2,50 m à peu près. 2,20 m, 2,50 m par rapport au niveau du sol actuel. Des repères de crues que l'on retrouve au sud de la ville jusqu'à l'autoroute A9. Information Télémiroir, donc vous pourrez retrouver l'émission spéciale que nous avons consacrée vendredi soir à ces crues et au témoignage des crues de 88 sur Internet très bientôt. On y travaille
cette semaine. Ouvrons une page taurine, Christophe. C'est la page taurine du lundi, Pierre-Paul. J-5 avant la finale de Graines de Torero QV 2008. Samedi après-midi, la seconde demi-finale de l'épreuve initiée au sein des communautés de Nîmes Métropole a permis de jauger une dernière fois le niveau des élèves du centre de tauromachie de Nîmes. 2 oreilles seulement, mais une course qui a pleinement satisfait le public, les apprentis novières ainsi que les responsables du centre de tauromachie de Nîmes. Un sujet que nous vous proposons avec Olivier Michel. Thomas Bournel, Clément Moras et Matteo Julian, telle est l'affiche de la finale de l'édition 2008 du concours Graines de Torero qui se déroulera samedi prochain dans les arènes de Saint-Gilles. Un cartel établi à partir des qualifications qui se sont déroulées pendant tout l'été dans les différentes arènes des communes partenaires de l'agglomération nîmoise sur ce grand cycle de promotion d'apprentissage de la tauromachie. À l'issue de la seconde demi-finale, organisée samedi dernier dans les arènes de Générac, c'est Clément Moras qui a obtenu son billet pour la qualification. L'élève du centre de tauromachie de Nîmes, qui a coupé l'oreille d'un exemplaire de François André particulièrement vibrant et mobile, embarqué avec puissance et inspiration. Pour une fois que je touche un taureau comme ça, et à gauche je me suis régalé. Bon, à droite c'était un peu plus compliqué, mais je suis très content de moi. Et voilà. Une autre oreille a été ravie par Maxime Curto face à l'un des excellents Hérales de François André, le Benjamin du cartel qui a connu quelques bons moments lors d'une faine inégale en tracé. Héritant de l'exemplaire le moins commode, Mathieu Picard, alias Matteo Julian, a développé beaucoup de vaillance après avoir été mis en échec sur le côté gauche. Déjà qualifié pour la finale, après sa prestation de Bezous, Matteo Julian a toutefois toréé avec une pureté affirmée. Une prestation ponctuée par un salut au tiers, au même titre que Thomas Bournel, plus malheureux avec l'épée. Victor Alvarez, écoutant pour sa part un silence. Une demi-finale marquée par la qualité intrinsèque du bétail de François André, la grande affluence sur les gradins, ainsi que la belle compétition au kit entre les différents élèves du centre. Il y a eu beaucoup de qualités dans les taureaux particulièrement qui ont été très très bons. Et les jeunes n'ont pas démérité, ils ont été très bons tous aussi à leur niveau chacun, mais ça a été très très bien. Clément a été largement au-dessus, il n'y avait pas photo. Ouais. Samedi prochain à Saint-Gilles, Thomas Bournel, vainqueur de l'édition 2007, devra donner le meilleur de lui-même face au bétail de Luc et Marc Gelabert s'il souhaite devenir le premier apprenti novière au Gardois à gagner le titre de Graines de Torero pour la seconde année consécutive. Et toujours de la tauromachie, comme chaque année, le festival taurin d'Istres fait rimer afition avec solidarité. Hier après-midi, les arènes du Palio se sont parées de leurs plus beaux atours pour faire la fête à des maestros de renom qui étaient venus témoigner leur soutien à de jeunes enfants atteints d'une maladie lysosomale. Une journée dominicale placée sous le signe de l'arte et de l'espoir. Le soleil d'automne a brillé dimanche après-midi sur les arènes du Palio à Istres. Un soleil différent de celui de la feria estivale, mais dont les rayons étaient porteurs d'un espoir pour 2 jeunes Istréens, Juliette et Nicolas, atteints de maladies lysosomales et dont le coût de traitement hebdomadaire est de 6 000 €. Au travers du club taurin Paul Ricard, la direction des arènes d'Istres a témoigné sa solidarité en organisant ce festival taurin de bienfaisance au profit de l'association VML qui lutte contre ce fléau neurodégénératif. Un peu plus de 1000 spectateurs sur les gradins, 4 maestros et 2 novieros en piste, venus officier bénévolement pour soutenir Juliette et Nicolas, qui ont d'ailleurs reçu les brindis du noviero arlésien Tomasito et du matador de toros Julio Aparicio. Le torero sévillan, particulièrement inspiré, a offert au public istréen une prestation empreinte de classe et de lenteur, notamment lors d'une faena géniale, riche en détails personnels et artistiques. 2 semaines après sa venue à Nîmes, Aparicio a coupé 2 oreilles et confirmé sa capacité à ravir tout type de public. Un autre trophée a été accordé aux autres maestros venus toréer gratuitement. Avec souplesse et sens du temple, Francisco Ruiz Miguel a laissé l'espace d'un instant son micro de commentateur pour la télévision andalouse et signé une faine des plus douces face à un novillo d'Antonio Banuelos qui s'était cassé la corne droite en début de combat. Une oreille encore entre les mains de Thomas Campuzano, venu remplacer Ortega Cano au pied levé, qui n'a pas manqué d'engagement face à un exemplaire qu'il a attrapé dès les premiers lances de cap. Un pavillon qu'a également promené le torero portugais Victor Mendes, toujours très apprécié dans notre région,
et qui a su canaliser les assauts d'un non-vieux sauteur de barrière. Patrick Villebrun, qui complétait le cartel aux côtés de Tomasito, a lui aussi ravi un trophée à l'issue d'une faine à des plus volontaires, tracée sur une distance resserrée. Malheureux avec les aciers, Tomasito est reparti sous les applaudissements du public du Palio. Dans quelques semaines, les responsables de cette journée taurine officialiseront le montant du chèque qui reviendra à l'association. Un autre rayon de soleil pour donner plus de force à Juliette et Nicolas dans leur combat quotidien contre la maladie. Et on retrouvera plus d'images dans Tendido Sud, bien sûr, Christophe, cette semaine. On va ouvrir une autre page, l'autre tauromachie que l'on apprécie sur Télémiroir. La Camarguaise avec Patrick Mallet, c'était le grand moment hier matin, c'était l'élection du Biao d'Or. Voilà, l'actualité faisait que peut-être Camarina allait obtenir un troisième Biao d'Or, ce qui est rarissime chez les éleveurs de taureaux de race Camargue. Seulement 2 élevages ont eu droit à cette consécration-là, et 2 grands élevages, la manade de Lafont Nicolin aujourd'hui et la manade de Laurent. La manade de Chauvet maintenant fait partie de ce cercle-là des taureaux 3 fois cités au Biao d'Or. Et il y avait un vrai suspense hier, puisque, enfin, sauf pour vraiment les super initiés, mais bon, il y avait quand même, non ? Ben oui, il y avait les pros et les antis, ça se jouait entre Renoir et Camarina. Il n'y a pas eu de faute de la part du jury, puisque c'est que Renoir ou que Camarina qui ont eu des votes, 19 d'un côté, 8 de l'autre. D'accord, ça s'est joué comme ça. Des images de Mathieu Arnaud, un montage de Patrick Mallet. Alors qu'il existe Gianni Longo dans le cyclisme international féminin, dans le monde de la tauromachie camarguaise, il existe Camarina. Âgé de 14 ans et demi, le taureau vient d'accéder au panthéon de la bouvine en remportant son 3e Biao d'Or. Déjà remporté en 2005 et 2007, le taureau de la manade de Chauvet a réussi l'exploit à presque 15 ans de se hisser au niveau de Baraillé de la manade de Nicolin et Loustic de la manade de Laurent, eux aussi triple vainqueurs du Saint Graal de la Camargue. Avec 19 voix et 8 pour Renoir de la manade de Cuillier, il n'y a même pas eu de match pour les membres de la commission du Trophée Taurin. Camarina, une voix. Camarina, une voix. Et Camarina, une voix. La vraie singularité de Camarina est son intelligence au combat et son évolution de comportement au fur et à mesure des saisons. Très barricadier et spectaculaire dans sa jeunesse, il est devenu aujourd'hui le cocardier par excellence. Baissant la tête au contact mais anticipant chaque fois qu'un raseteur rentre dans son terrain, il a malgré les années tout ce qu'il faut pour faire un grand cocardier. Gagnant cette saison les trophées de Nîmes, Château-Renard ou bien Vauvert, c'est avec toute logique qu'il remporte ce Biao d'Or. Maryse Chauvet, bien sûr présente lors de l'ouverture des enveloppes, nous livrait à ce moment-là ses impressions à chaud. Très touchée, très émue, je suis très touchée parce que Camarina en plus a des valeurs, je pense, il est très attachant. Il a touché le public, il a déplacé les foules parce que tout le monde a compris la valeur de Camarina et qui a été consacrée pour la 3e fois. Et Camarina est un taureau, je crois, de légende, d'envergure. Et il est allé en crescendo, de crescendo en crescendo. Sa dernière sortie de la saison est prévue ce dimanche pour la finale du Trophée des As. L'an prochain sera sans doute pour lui une tournée d'adieu. 5 sorties, pas une de plus. Après 10 ans de course dans les divers trophées, Camarina méritera bien de prendre une retraite paisible pour un taureau à présent rentré dans la légende de la course camarguaise. Voilà, Camarina avec ses supporters. Alors, c'était également 2 finales ce week-end. On a parlé tout à l'heure dans le meilleur des sports de la finale du Trophée des Raseteurs. Et là, si on parlait de la finale du Trophée de l'Avenir. Et oui, pas de suspense non plus pour la finale du Trophée de l'Avenir. Julien Rey remporte le prix. Par contre, il y avait éventuellement le Biao de l'Avenir qui se jouait sur cette finale-là. Et c'est un taureau qui a animé toute la saison dans ce trophée. Coyote de la manade de Caillan qui a été élu. Et on retrouve simultanément l'interview tous les deux. Voilà. C'était tous les deux, donc l'interview du taureau également. Donc la manade de Caillan, vous verrez que c'était arrosé. C'était à Palavas, voilà. Un peu humide. Dans l'Hérault, Palavas. Ça fait un peu bizarre. Bon, réalisé, je l'ai réalisé parce que bon, ça fait maintenant, ça fait un petit moment que je sais que
J'avais gagné et voilà, ça me fait beaucoup plaisir. C'est difficile de rentrer dans une finale, sachant qu'on a gagné, qu'il faut se montrer et qu'il faut montrer qu'on n'est pas premier pour rien. Ouais, beaucoup de pression depuis hier soir. Voilà, et puis en plus, ça n'a pas trop bien démarré aujourd'hui. Donc encore plus de mal que d'habitude. Alors l'avenir de Julien Rey, maintenant qu'on a gagné le Trophée de l'Avenir, quand on est raseteur au Trophée de l'Avenir, c'est quoi? C'est monter aux As? Ouais, l'année prochaine on ira aux As, puis on essaiera de prouver que je n'ai pas gagné le Trophée de l'Avenir par hasard. Bon, ça fait quoi, une manade toute jeune qui gagne l'un des gros trophées de la course camarguaise? Ça fait plaisir et beaucoup d'émotions. Puis pour toute la manade, pour les amateurs, je pense que ça fera une récompense tout le long de la saison du travail qu'on peut fournir. Et comme il n'y a pas que du bon dans une manade, mais là il faut en profiter. Là vous êtes un peu mouillé, non? Un peu mouillé, ouais. Il y a un ami qui m'a fait une blague, mais l'eau est fraîche. Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois qu'il y a un peu, ouais. Le prochain coup, il faudra faire les arènes un peu plus loin du canal. Et l'avenir de la manade de Cayenne, Estreloun, bio de l'avenir l'an prochain? On peut signer de suite, hein. On est preneur. Et Coyote, c'est quoi son futur Trophée des As? Trophée des As, ouais. Toute la saison? Toute la saison. Voilà, vous avez compris, on est tape à la vasse, il a fini dans le port ou dans le canal. Voilà, très bien. Question, donc Julien Rey au Trophée des As l'année prochaine, c'est tout? Rémi Guyon également, Rémi second Guyon du également. Trophée de l'Avenir Espoir cette année, devrait monter à l'étage supérieur et se frotter aux cadors de la discipline, qui seront tous dans l'amphithéâtre romain dimanche prochain à Nîmes pour la finale du Trophée des As. Voilà, vous anticipez ma question. Dimanche prochain, grande finale du Trophée des As. Et puis on revient sur ces deux finales jeudi dans Noir et Blanc. Voilà, une petite présentation aussi de ce qu'on va voir dimanche dans les arènes et des taureaux qui seront présents, puisque Renoir sera là, Matisse aussi, et etc. Camarina, bien sûr. Et Camarina, Voilà, pour ça peut-être va sa de dernière finale, hein, qui sait. Si Ah, l'an prochain, il non, sera non, encore en Camarina, finale. l'année prochaine, il sera encore là, vous allez voir. Est-ce que, cher Christophe, vous vous êtes mis d'accord avec vous-même pour nous expliquer ce qui s'est passé samedi soir au théâtre du Périscope? Non, pas du Périscope. C'était pas du Périscope. L'Odéon, pardon. De Théâtre l'Odéon plutôt. Voilà. Le passeport culturel est mort. Vive la carte campus, un lancement dignement fêté donc samedi soir lors du concert du groupe Dig Up Elvis à l'Odéon, une formation nîmoise au sein de laquelle officie un certain Julien Doré. Les 250 premiers acquéreurs de cette nouvelle carte proposée par le service jeunesse de la ville de Nîmes propose notamment pour l'année scolaire 2008-2009 des tarifs réduits sur des places de cinéma, mais également pour des pièces de théâtre. La carte Campus Culture, pour seulement 5,60 € permet donc de vivre les temps forts de la vie culturelle au sein de la ville de Nîmes. Le reportage est signé Olivier Michel. Mademoiselle, bonjour, vous êtes venu voir qui? On est venu voir le groupe de Julien Doré. Voilà. Quel est le nom? Le nom c'est The Dig Up Elvis. C'est bien Dig Up Elvis et non Julien Doré qui était en concert ce samedi à l'Odéon. Un concert événement orchestré par le service jeunesse de la ville de Nîmes qui organisait là pour quelques privilégiés le lancement de la carte étudiante Campus Culture. En fait, le principe est simple, c'est un concert gratuit à tous les détenteurs du passeport culturel. Voilà. Sur l'ensemble de la salle, il n'y aura que des étudiants ou après des invités du groupe. Premier privilège de cette carte, donc, assister aux retrouvailles du groupe Dig Up Elvis qui n'avait pas joué ensemble depuis novembre 2007. Un groupe qui s'est progressivement étoffé depuis leur rencontre au lycée de Lunel en passant par l'école des Beaux-Arts de Nîmes. Un groupe résolument rock'n'roll qui, comme son nom l'indique, souhaiterait bien déterrer Elvis. C'est-à-dire qu'un jour, on est tombé sur une affiche de Leroy Merlin avec un gars qui était en bleu de travail avec une pelle et qui servait de la pelle en guise de micro, habillé avec la perruque d'Elvis et tout. Donc la pelle, Dig Up, déterrer Elvis. Voilà. Et puis on aime beaucoup Elvis, ça fait partie de nos influences, donc voilà, ceci explique ça. Malgré un début de carrière solo prometteur, la nouvelle star n'en a donc pas oublié ses racines nîmoises, s'effaçant même au profit des membres du groupe. Le groupe Dig Up Elvis s'est reformé pour l'argent, uniquement pour cette soirée. On avait vraiment décidé de ne plus jamais jouer ensemble. Oui, maman. Et cette soirée nous a réunis. Ça aurait pu être un TM, c'est tout.
En tout cas, malgré ces blagues, je suis très très heureux de rejouer ici, un peu chez moi, au fond, cette prochaine chanson qui est une nouvelle chanson qui s'appelle Living With. C'est une chanson qui plaît à tout le groupe. Je veux dire, on participe sans participer, c'est-à-dire qu'ils nous demandent notre avis sur certaines choses. Tiens, je vais faire un clip, je vais m'habiller comme ça, ou je vais faire intervenir tel ou tel artiste. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, ben, on va donner notre avis, mais après, on n'est pas impliqué dans sa carrière vraiment. Et on respecte sa carrière, et comme il respecte le fait que on ne soit pas impliqué non plus à 100% dans ce qu'il fait, même si on est très content de voir où il en est aujourd'hui. Ça n'a rien changé, on ne s'est jamais disputé pour ça. On assume complètement le fait qu'aujourd'hui, peut-être 80% des gens sont là pour le voir lui. Mais d'un côté, ben, c'est comme ça qu'ils vont découvrir aussi Dig Up Elvis et d'autres groupes du coin. Donc, il faut s'en servir. Et voilà, à la base, il a fait ça pour ça aussi. Donc, Preuve en est, alors que Julien Doré est en pleine tournée solo avec une date à Nîmes le 22 novembre, une tournée du groupe Dig Up Elvis est d'ores et déjà programmée entre janvier et juin 2009. Voilà, ça valait le coup. Merci Olivier Michel d'aller faire un tour au théâtre de l'Odéon samedi soir. Christophe, c'est tout pour ce soir? Tout à fait. Merci à vous. Dans un instant, le carrousel. Et puis à 21h, Hussam Istres, c'est du handball, bien sûr, et de la Coupe de la Ligue. Merci encore d'avoir suivi ce journal. À très très bientôt sur Télémiroir.